Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Découvrons ensemble le sommaire de cette édition. Bilan et perspectives pour le tourisme monégasque alors que les beaux jours arrivent et que la tendance est à l'assouplissement des mesures sanitaires liées à la Covid. L'espoir est permis. De nombreux événements vont également servir de locomotive comme les 3 Grands Prix. Et Guy Antonielli, directeur du tourisme, nous dévoilera la stratégie pour les mois à venir. Dans ce journal, la suite de notre série de portraits d'entreprise avec les jeunes pousses de Monacotech. Parmi les dernières recrues, Infineis qui propose des dispositifs médicaux contre le cancer cérébral. Les 10 ans du label Commerce Engagé célébrés à Monaco, plus de 600 commerçants, producteurs, restaurateurs y sont affiliés, dont une centaine en principauté. L'objectif est de conduire à un changement des comportements et déboucher sur des actions et décisions concrètes. Alix Puzna, coordinatrice d'Ecosciences Provence, à l'origine de ce label, sera notre deuxième invitée. Ils sont fin prêts. Les commissaires de piste de l'Automobile Club étaient à l'entraînement tout le week-end au chapiteau de Fontvieille. Parmi eux, beaucoup de nouvelles recrues et beaucoup de femmes également. Nous les avons suivies. Mais pour débuter ce journal, une remise de distinction qui vient saluer un parcours, celui de l'homme d'affaires monégasque et ancien chef de cabinet du prince Albert II, Jean-Luc Alavena. Il a reçu hier des mains de l'ancienne ministre française et actuelle présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Cela s'est passé à la Monnaie de Paris en présence du prince souverain. Le reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Il est en charge de décerner la plus haute décoration honorifique française. L'Ordre national de la Légion d'honneur récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des services éminents à la nation. De par son riche parcours, l'homme d'affaires monégasque Jean-Luc Alavena a été porté au rang d'officier de la Légion d'honneur. Très symbolique, cette distinction a été remise des mains de la présidente de la Banque centrale européenne. Entretenir de bonnes relations internationales, initier de nombreuses opérations de sauvetage d'entreprises à travers le monde et donner aux autres 3 missions de vie pour Jean-Luc Alavena. Particulièrement attaché à sa terre natale, c'est avec fierté qu'il représente aujourd'hui la principauté. La Légion d'honneur, c'est toujours évidemment le bilan d'un parcours. Comme vous le savez, j'étais chevalier une dizaine d'années. Il y a effectivement des activités dans le secteur de l'industrie, beaucoup, avec notamment des sauvetages de grands groupes. Il y a des relations internationales, il y a évidemment la relation entre France et Monaco. Donc il y a toute une série de raisons et beaucoup de travail. Je suis père de 4 filles, j'ai 3 petits-enfants dont 2 petites filles. Et le symbole d'une grande dame comme Christine Lagarde est évidemment très important pour moi. Et le fait qu'elle puisse prendre un peu l'exemple et qu'un jour on les trouve également sur cette scène peut-être, c'est une très grande fierté. Et depuis près de 40 ans, je le fais dans le monde économique, politique et de l'entreprise, à la fois pour le parcours et les entreprises que je dirige, mais aussi pour que notre pays soit bien mis en valeur. La Monnaie de Paris, un lieu spécialement choisi par Jean-Luc Alavena. Elle est la plus ancienne institution française et l'une des plus vieilles entreprises du monde, toujours en activité. La Monnaie de Paris, c'est l'hôtel des monnaies, qui a été ouvert en 1775. C'est le roi Louis XV qui a voulu que l'hôtel des monnaies soit près de la demeure des rois de France, donc le Louvre, qui est juste en face de la Seine. Et donc c'est un palais néoclassique, un superbe bâtiment classé monument historique depuis bien longtemps, où nous avons le plaisir de frapper, comme on dit, monnaie et médailles depuis donc plus de 2 siècles. La Légion d'honneur a été créée par le premier consul Bonaparte en 1802, il y a 220 ans, presque jour pour jour. La cérémonie s'est déroulée dans un lieu emblématique, à la Monnaie de Paris, un symbole fort pour la finance, mais aussi pour la principauté, car c'est ici que sont designés les euros monégasques. De retour à Monaco, où a été dévoilé aujourd'hui le nouveau plan stratégique de la direction du tourisme dans un contexte qui laisse place à l'espoir d'un retour à la normale, coïncidant avec l'arrivée des beaux jours et une reprise du trafic aérien. Le directeur du tourisme est notre invité. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Patricia. Vous vous trouvez dans l'un des hauts lieux touristiques de Monaco, le musée océanographique, pour évoquer la stratégie à venir du tourisme monégasque, mais aussi pour dresser le bilan des derniers mois. Après un hiver marqué par la 5e vague de la Covid, quels enseignements peut-on en tirer ?
Effectivement, nous sommes au musée océanographique et j'apprécie que vous le releviez. C'est le premier site touristique visité en principauté, mais c'est évidemment un symbole fort du livre blanc sur le tourisme responsable que la DTC a écrit en fin d'année dernière et qui doit nous guider sur le chemin d'un nouveau développement touristique. Quant au bilan, effectivement, 2021 a été bien meilleur que 2020, avec une progression de quasiment 50% de l'occupation, mais pour arriver à un niveau de 39% en fin d'année, contre un 64% en 2019. Donc vous voyez encore beaucoup de chemin à faire. On a parlé d'une clientèle plus locale, car la clientèle lointaine ne pouvait pas voyager comme elle l'entendait. Effectivement, une clientèle, alors par locale, on va dire plutôt voisine, beaucoup de Français, d'Italiens, des Suisses. Vous voyez vraiment un été 2019 très bon, malgré l'absence des clientèles russes, malgré l'absence des Britanniques, une très faible présence des Américains, mais une forte présence européenne et une forte présence du Moyen-Orient. Voilà pour le bilan. Maintenant, il y a l'avenir à construire. La réunion d'aujourd'hui, elle était capitale ? Elle est habituelle et capitale. C'est présenter, remettre en ordre de marche tout le monde, tous les acteurs privés qui ont fait énormément d'efforts pendant cette crise, qui ont subi des perturbations au niveau de leurs organisations même. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises touristiques ont du mal à recruter. Nous devons les accompagner, nous devons donner notre stratégie et repartir tous ensemble de l'avant pour construire ce tourisme de demain. Oui, vous êtes en quelque sorte un élément fédérateur. Est-ce que l'amélioration toute relative de la situation laisse entrevoir tout d'abord, dans un premier temps, un printemps porteur d'espoir ? Le tourisme d'affaires revient dans des volumes presque comparables à ceux avant crise. On n'y est pas encore tout à fait parce que bien évidemment de nombreux pays ont encore des difficultés de venir. Le vrai frein aujourd'hui est encore la réduction de l'offre aérienne. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de 2019 et les chiffres de l'aéroport annoncent un retour au nombre de passagers en 2024 et pas avant. On cible les marchés européens, plus le Royaume-Uni bien évidemment maintenant, les États-Unis et le Moyen-Orient. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer une grande opération aux États-Unis à la fin du mois d'avril, car il faut le savoir, cet été, il y aura 17 vols hebdomadaires au départ de Nice en liaison directe vers New York. Donc nous comptons sur un afflux américain très important. Il y a un terme qui est apparu, DMMO. Qu'est-ce que cela signifie ? DMMO, c'est Destination Marketing and Management Organization. La DTC est bien plus qu'un office du tourisme. L'office du tourisme, c'est un point essentiel. C'est celui qui vise à donner de l'information, à accueillir nos visiteurs. Le DMMO, c'est celui qui va structurer l'offre touristique en principauté et qui va également mettre en musique la promotion touristique. C'est-à-dire qu'un hôtel va faire du marketing, de la publicité et va vendre. La DTC va se placer à un niveau un peu plus haut pour travailler sur la notoriété de la destination Monaco, pour travailler à la considération pour nos clients, c'est-à-dire les clients qui ont déjà entendu parler Monaco, parce que nous avons énormément de chance. Monaco et Monte-Carlo sont des marques reconnues dans le monde entier, mais parfois les gens ne mettent pas les éléments clés de la destination derrière. Il y a la stratégie sur le fond et puis il y a la forme très importante, l'émergence des nouvelles technologies toujours plus présentes. Quels sont vos relais d'opinion ou vos outils pour atteindre votre cible ? Le premier outil digital qui a existé, c'est le site internet de la DTC, ça de Visite Monaco. C'est un de nos prochains chantiers. Il avait été rénové il n'y a pas longtemps. Il doit aujourd'hui de nouveau être repensé. Pour ce qui est des réseaux sociaux, nous travaillons en très étroite collaboration avec la direction de la communication du gouvernement princier. Et les deux entités ensemble, nous gérons les réseaux sociaux de Visite Monaco, les différents réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et nous ciblons géographiquement et par centre d'intérêt les clientèles et nous leur racontons l'histoire du Monaco destination touristique. Et quelles seront les toutes prochaines actions concrètes de la part de la DTC ? Très concrètement, les prochains événements à venir, le salon Event à Cannes, qui est un rassemblement du tourisme d'affaires français et européen. Et nous y recevons des organisateurs de congrès pour leur présenter la destination Monaco. Merci Guy Antonielli d'avoir répondu à nos questions alors que vous venez de présenter aujourd'hui la stratégie du tourisme pour les mois à venir. Merci Patricia, bonsoir.
Et parmi les atouts touristiques de la Principauté, il y a notamment les hôtels, dont le Monte Carlo Beach qui vient d'être récompensé. Bonsoir Yannick de Bever. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Le Monte Carlo Beach a glané le premier prix spécial décerné par le magazine touristique Hotel & Lodge. Il s'agit d'une récompense dans la catégorie Green décernée ce jeudi 24 mars et qui met à l'honneur un hôtel résolument engagé dans une démarche éco-responsable et de développement durable. Une reconnaissance de plus pour l'établissement certifié Green Globe depuis 2014. Nous l'évoquions dans notre édition de lundi avec le philosophe Raphaël Zaguri-Orly. Lundi soir se sont tenues à Paris les rencontres philosophiques avec l'Ukraine. Sous la présidence de Charlotte Casiraghi, cette séance des rencontres philosophiques monégasques se portait aux côtés de l'Ukraine. Tous les fonds récoltés d'abord seront transmis aux étudiants, chercheurs et intellectuels ukrainiens victimes de la guerre. Pendant plus d'une heure d'échanges, penseurs et autres écrivains ont pu exprimer leur solidarité politique et morale avec le peuple ukrainien. Et après ces rencontres philosophiques à Paris, solidarité également avec l'Ukraine à Monaco. Exactement, tout le monde de la culture monégasque se mobilise pour les Ukrainiens, à commencer par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'OPMC reversera l'intégralité de sa recette du concert du 8 avril à la Croix-Rouge monégasque, mobilisée depuis le début du conflit. Au programme de cette soirée qui commencera à 20h à l'auditorium Régnier 3, des interprétations de Félix Mendelssohn, Mozart ou encore Robert Schumann. Comme chaque mardi, place au portrait d'entreprise avec l'incubateur accélérateur de start-up Monacotech. Intéressons-nous aujourd'hui à l'une des toutes dernières recrues, Infineis. Elle design et produit des dispositifs médicaux personnalisés pour les humains et les animaux atteints de cancers cérébraux ou de surdité profonde. Les explications d'Anaïs Riu. Force est de constater un manque de techniques pour soigner la surdité profonde par la chirurgie intracrânienne, Steve Chantrel s'est rendu compte il y a quelques années que de nettes améliorations seraient possibles grâce à la rencontre de l'imagerie médicale, de l'intelligence artificielle et de l'impression 3D. Il décide alors de monter sa start-up Infineis qui permet de développer des dispositifs chirurgicaux personnalisés applicables sur les humains mais pas que. Tout d'abord, nous allons commencer par le côté vétérinaire qui est plus accessible et pour lequel il n'y a pas encore de solution. Ça va nous aider donc à asseoir la crédibilité du projet et puis ensuite, effectivement, nous avons une volonté de nous orienter vers le volet médical humain, donc avec des aspects en oncologie, en ORL et en traitement de la surdité profonde. Par son expertise, Infineis permet désormais aux centres hospitaliers et vétérinaires ayant peu ou pas de moyens d'accéder à des interventions très complexes comme le cancer cérébral. Le chirurgien sélectionne sur l'imagerie préopératoire diagnostique la trajectoire qu'il souhaite employer durant la chirurgie. Il nous fournit l'imagerie et la trajectoire souhaitée. Et là, grâce à nos algorithmes et à un savoir-faire qui nous est propre, on est capable de générer un dispositif imprimé en 3D qui va être installable sur le patient en quelques secondes et qui va permettre de réaliser la chirurgie instantanément, donc sans avoir recours à de l'imagerie subséquente, à un personnel particulier ou pour des durées qui sont à ce jour assez importantes. Comme bien d'autres sociétés, Infineis profite de la portée internationale de Monaco pour promouvoir son projet à l'international également. C'est à Monaco que s'est tenue aujourd'hui la rencontre annuelle interterritoire du commerce engagé. Une rencontre qui coïncidait avec les 10 ans du label. Échanges et réflexions ont nourri les séances de travail coordonnées par l'une des représentantes d'Ecosciences Provence, qui est à l'origine de la naissance de ce label. Bonsoir Alix Puzna. Bonsoir Patricia. Cela fait 10 ans qu'existe le label Commerce Engagé. Le chemin parcouru depuis a été important. Il y a eu une sorte de dynamique qui s'est ensuite confirmée. En effet, le label est né sur le territoire de la Provence verte avec un partenaire qui était le syndicat de gestion des déchets, le CIVED, sur ce territoire et qui a toujours contribué, poussé à ce qu'on déploie ce label sur d'autres territoires. Actuellement, il se déploie sur 9 territoires auprès de 636 commerces et puis des producteurs sont entrés dans la démarche et des restaurateurs, donc des commerçants, des producteurs et des restaurateurs engagés. Qu'est-ce que cela implique? Il y a des obligations, des critères à cocher? C'est un label sur les territoires où il est déployé qui est accessible à tout commerce de proximité
parce qu'on s'est dit, ce sont souvent des personnes qui sont isolées dans leur commerce, donc auxquelles on va pouvoir apporter une aide. Ce sont aussi des acteurs essentiels pour la vie économique du territoire. Et enfin, ce sont des vecteurs de sensibilisation des consommateurs. Donc il est accessible à tout commerce de proximité qui souhaite entrer dans la démarche. Et c'est un label où on va vous accompagner pour progresser au fil du temps en choisissant des nouveaux engagements. Mais c'est presque du sur-mesure comme label en fonction des commerces et restaurants ? Exactement, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ont souvent envie d'agir pour l'environnement, qui ne savent pas, qui n'ont pas les moyens ou qui ne connaissent pas ni les solutions techniques, ni nécessairement la réglementation, et à qui on va apporter aussi des éléments pour soutenir leur communication, pour sensibiliser leurs clients, pour changer de comportement. Donc dans tous les domaines de prévention des déchets, des économies d'énergie, d'approvisionnement local, etc. Vous avez parlé de ces territoires mobilisés. Prenons l'exemple de Monaco. L'engagement a débuté, je crois, il y a 5 ans en principauté, et là même où vous vous trouvez aujourd'hui. Exactement, le musée a été un partenaire formidable d'emblée et la direction de l'environnement du gouvernement princier nous a soutenus très fortement en ayant envie d'agir avec les commerçants monégasques aussi pour accompagner les réglementations qui sont très fortes, ambitieuses en principauté, notamment sur le sujet des plastiques. Oui, alors il y a eu les pailles par exemple. Est-ce que l'on peut avoir des petites modifications concrètes qui sont intervenues dans des commerces ou restaurants pour parvenir à l'obtention de ce label ? Des commerçants qui distribuaient des pailles, effectivement, qui ont cessé d'en distribuer, à qui on a conseillé aussi des solutions, c'est-à-dire que plutôt que de passer d'une paille en plastique qui est interdite à une paille en carton, qui reste une solution jetable qui génère des déchets, eh bien on les accompagne pour supprimer complètement les pailles. Et en fait, les consommateurs sont prêts, dans beaucoup de cas, si on leur explique, à jouer le jeu, à effectivement ne plus utiliser de paille parce que ça n'est pas du tout systématiquement utile. Vous avez le sentiment que commerce et restaurateurs sont de plus en plus sensibles à cette démarche, ou il y a encore beaucoup de réfractaires qui n'y voient peut-être que des contraintes qui compliquent leur quotidien ? Alors, je dois dire qu'on a des équipes qui sont formidables sur le terrain. Notre idée, c'est une écologie qui est incitative. Donc, on les accompagne, on les encourage, on est enthousiasmé par leurs idées aussi. On met en valeur tous les éco-gestes qu'ils mettent déjà en pratique, parce qu'en général, quand on arrive, ils font déjà des choses très bien. Et du coup, leur engagement est fort. Leur réaction aussi par rapport aux attentes des citoyens. On a vu vraiment, on a tous les cas de figure, mais la crise sanitaire a engendré chez certains une volonté d'amplifier le mouvement. Et cette réunion à Monaco aujourd'hui a-t-elle permis de nourrir un partage d'expériences ? Qu'est-il ressorti des réflexions communes ? Être ensemble pour partager les solutions reboost. La présence de Madame le conseiller ministre a bien entendu donné une saveur particulière à cette rencontre. Et puis dans ce cadre, on était très heureux. Donc beaucoup d'échanges, des nouveautés sur tous les territoires. Si vous êtes en principauté, vous contactez la direction de l'environnement. Et voilà, la démarche se fait en pratique très rapidement. Tout restaurant, commerçant qui veut entrer dans la démarche aura son dossier examiné. On ne va pas travailler avec des chaînes ou avec des hypermarchés qui ont déjà les moyens d'avancer eux-mêmes sur ces pratiques. Ou qui ont une structure derrière eux qui peut les porter dans ces démarches. Et l'on souhaite une longue vie à ce label. Merci Alix Pujna, coordinatrice projet d'Écosciences Provence, d'avoir répondu à notre invitation alors que l'on célèbre aujourd'hui les 10 ans du label Commerce Engagé. Merci. Nous restons au musée océanographique avec le lancement de cette campagne de recrutement pour l'été, Yannick. Exactement, Patricia. Saisonnier ou vacataire, le musée océanographique cherche à renforcer son équipe. 22 postes sont à pourvoir sur différentes périodes de l'année et concernent des animateurs, vendeurs, caissiers et agents d'accueil. Le musée organise en son sein une journée de recrutement le mercredi 6 avril de 10h à 17h. Tous les candidats doivent impérativement se munir des indispensables CV et lettres de motivation. L'Institut océanographique qui propose à ses visiteurs une offre d'écomobilité, Yannick. La SNCF s'associe au musée pour proposer un forfait visite plus TER aller-retour à un tarif fixe, 77 € pour une famille ou un groupe composé de 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans. Ces forfaits valables une journée sont en vente dans toutes les gares de la région sud, le site internet TER Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'application mobile de la SNCF.
Et sur cette même ligne de train, un arrêt temporaire sera ouvert lors du Monte Carlo Rolex Masters. La halte Monte Carlo Country Club sera desservie dans les deux sens par les TER du samedi 9 au dimanche 17 avril, soit la durée complète du Monte Carlo Rolex Masters. Une décision pratique mise en place pour faciliter l'accès au Country Club. Attention, cet arrêt ne sera ouvert qu'entre 8h15 et 12h15 le matin et entre 16h et 19h l'après-midi. Une bonne nouvelle pour les commerçants monégasques. Très bonne nouvelle même, la gratuité de l'occupation de la voie publique pour les terrasses des commerces a été prolongée sur le premier trimestre 2022. Un soutien économique supplémentaire de la part de la principauté, du gouvernement et la mairie de Monaco. Sachez que pour tous les établissements concernés, aucune démarche n'est nécessaire. Et nous refermons ce deuxième point info avec de l'e-sport. La réputation de Monaco n'est plus à faire en la matière et la fédération va encore grandir un peu plus. On parle d'ici d'un rachat de l'équipe Monaco e-sport par le géant israélien du domaine, Finest. Jusque-là propriété de la Monaco e-sport Fédération, son président Louis Ducruet s'est félicité de cette fusion avec une organisation expérimentée. Avec cette acquisition, Finest s'installe donc sur la scène européenne. Pour Monaco, l'objectif de cette opération est de devenir une place forte du sport électronique mondial dans les années à venir. Et Monaco qui est déjà une place forte dans le domaine de l'automobile cette année, 3 grands prix vont se succéder jusqu'à la fin du mois de mai. Cela demande une organisation titanesque et sans eux, rien ne serait possible. Eux, ce sont les commissaires de piste prêts à intervenir au moindre incident. Nous les avons suivis avec Sylvain Péroumal lors de leur préparation ce week-end au chapiteau de Fontvieille. Passe sous la roue, passe sous la roue. Par devant la mise. Garder son sang-froid, intervenir sans tarder, maîtriser les gestes techniques, les commissaires de piste des Grands Prix de Monaco jouent un rôle majeur dans le bon déroulement des épreuves. Et tu vas le poser bien à plat. Anciens et nouveaux venus, ils étaient tous réunis le temps d'un week-end autour du chapiteau de Fontvieille pour se préparer non pas à 1 ni 2, mais bien 3 Grands Prix cette année entre fin avril et fin mai. La demoiselle pour le plateau, prête? Le maître mot, ce que nous inculquons du début à la fin et qu'on va encore le redire jusqu'au dernier moment, c'est que le sport automobile est un sport dangereux, il faut en être conscient. Les pilotes, c'est leur métier. On n'a pas envie de se blesser, bien sûr, mais ça fait partie. Nous sommes des bénévoles. Mais on subit ce risque et on doit bien l'assimiler. Puisque voir des voitures passer à 200 à l'heure au ras des rails au bord des commissaires, il faut le vivre. Identifiables grâce à un macaron bleu apposé à leur blouson, les nouvelles recrues sont particulièrement attentives, concentrées, mais quelque part aussi impressionnées et ravies de participer à tous ces ateliers, dont le plus impressionnant reste toujours le véhicule en feu, encadré par le corps des sapeurs-pompiers. Allez les gars, allez. Allez, ça brûle. Le pilote. Voilà. On regarde le sens de la piste, ça ne sert plus à rien, on s'écarte. Allez, autour de la voiture, vous ne servez à rien, là, on va l'éteindre là-bas. Ça brûle l'arrière. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la diversité des activités, des missions et des matériels utilisés, dont on n'a pas du tout conscience quand on regarde une course à la télévision. Et du coup, la facilité, rapidité d'action des commissaires qui est plutôt intéressante. Et parmi les commissaires, de plus en plus de femmes, elles sont une 50aine cette année. En fait, justement, les personnes qui sont déjà passées par là m'ont dit « Oui, tu vas voir, ça va le faire. Tu es une sportive, tu es dans le milieu du sport, ça va le faire. » Et en fait, depuis ce matin, je suis impressionnée. Depuis 7h30, j'arrête pas d'ouvrir les yeux et de... Ouais, je suis impressionnée. Mais bon, c'est accessible, ça reste accessible pour quelqu'un qui connaît un minimum le sport automobile et qui a déjà regardé la réglementation, tout ça. Preuve de l'efficacité et du degré d'expertise des commissaires de piste de l'Automobile Club de Monaco, ce trophée qui trônait fièrement pendant les 2 journées de formation. Il s'agit de la coupe de la meilleure équipe de commissaires, tous grands prix internationaux confondus. Passons aux prévisions météo pour mercredi et vous n'êtes pas porteur de bonnes nouvelles, Yannick. Cela pourrait être pire, Patricia, mais effectivement, la pluie fera son arrivée en principauté ce mercredi. De légères précipitations tomberont le matin et puis le temps devrait se stabiliser pour le reste de la journée. Il ne faudra pas s'attendre à voir le soleil et pour cette raison, les températures continuent de baisser. On atteindra seulement 15 degrés au maximum demain. Enfin, ce mercredi 30 mars, il ne faudra pas oublier de souhaiter une bonne fête à tous les Amédées.
Merci Yannick et nous vous retrouverons tous les deux demain à 19h pour un nouveau journal. Les photos de fin d'édition sont consacrées aujourd'hui aux coulisses du tournage du nouveau numéro de l'émission Grand Format de Sébastien Borgna. Diffusion samedi à 21h. Nous y découvrirons les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du yachting qui font de Monaco un lieu unique en matière d'expérience hors norme. Notez-le donc samedi 21h sur Monaco Info. Mais d'ici là, à demain. Passez une très belle et douce soirée.